Le prêt que j'ai pris m'a permis d'acheter les matières premières et les machines et je peux aider ma fille qui est à l'université, je peux aider mes fils qui sont à l'école et également mon mari qui est sans emploi depuis un certain temps. Au début, mon ambition, c'était simplement de travailler à partir de chez moi, mais maintenant, cela a changé. J'espère avoir un restaurant, de me former et d'offrir des formations à d'autres également. Une fois, j'étais dans le besoin, mais maintenant, je peux aider d'autres. Le fonds de Jordanie a soutenu énormément de femmes. Il a été possible grâce à l'octroi de fonds de plusieurs bailleurs. Dans cette région du monde, les femmes ont besoin de soutien, d'aide. Mais quand on leur donne une opportunité, elles sont extraordinaires pour elles-mêmes, pour leur famille, pour la société, pour la communauté. Elles l'ont prouvé au fil des années. Et l'impact le plus important, c'est l'impact culturel, l'émancipation des femmes. J'aime avoir mon indépendance, avoir mon propre capital. J'ai quelque chose qui me permet de travailler, je peux adopter des décisions qui seront positives pour ma famille, je peux aider mes filles. Et puis il y a d'autres femmes qui travaillent avec nous, des veuves, des femmes au foyer, qui veulent elles aussi améliorer leur situation. Bouchra vend des vêtements et des broderies traditionnelles. Elle a obtenu un petit prêt du microfonds et puis un prêt plus important pour étendre ses activités. Le premier prêt m'a aidé beaucoup. J'ai pu acheter des matières et puis les bénéfices étaient de plus en plus importants, plus importants que le prêt que j'avais contracté. Maintenant, j'aimerais avoir plus de clients et j'aimerais faire mes preuves. Ma vie a changé. Et ce n'est pas simplement une question d'argent. C'est également une question de conseil et de soutien, de formation. Ce n'est pas comme si on vous donnait un prêt et puis vous pouvez y aller. Non, une femme qui n'a pas d'expérience, elle reçoit de la formation pour qu'elle sache comment lancer son activité et démarrer son projet, pour qu'elle soit une productrice, qu'elle puisse se venir en aide et aider également sa famille. Voilà, je pense que nous sommes en direct. Bienvenue et bienvenue à toutes et à tous à cette séance virtuelle sur la création d'un environnement propice à une épargne effective et inclusive. Je m'appelle Veselina Angelov. Je travaille auprès du World Savings and Retail Park Banking Institute. Nous avons des initiatives d'épargne dans 6 pays d'Afrique. Nous avons des panélistes intéressants aujourd'hui parmi nous. Alors, je vais vous les présenter. Je souhaite la bienvenue à Elizabeth Ryan, ancienne directrice générale du Centre pour l'inclusion financière. Elle est également l'une des cofondatrices du CEGAP. Et puis, nous accueillons également Luis Treviño Garça, gestionnaire politique auprès de l'Alliance pour l'inclusion financière. Et j'aimerais également accueillir chaleureusement Stuart Rutherford, auteur de l'ouvrage The Poor and Their Money, ou Portfolios of the Poor. Il travaille sur le projet de carnet de bord Rishipara au Bangladesh. Soyez les bienvenus. Comme vous pouvez le voir, notre plénière réunit des experts venant de différents horizons. Et je vais demander à Beth, tout d'abord, de nous donner son éclairage. Stuart va couvrir la partie demande et Louis
va parler de la perspective des décideurs politiques. Nous allons discuter aujourd'hui de la question suivante. Comment favoriser l'accès et l'utilisation de l'épargne sur le marché? Alors, quelques lignes directrices. Je rappelle à tous les participants que vos micros sont surmués et que vos vidéos sont éteintes. Il y aura une séance de questions-réponses pendant 10 minutes. Vous pouvez poser vos questions via le chat et puis les experts auront donc une discussion de 20-25 minutes et puis nous aurons des questions-réponses. Donc n'hésitez pas d'utiliser le chat pour poser vos questions et n'hésitez pas à indiquer également dans vos questions à qui elles s'adressent. Et donc nous répondrons aux questions lors de la séance questions-réponses. Très bien. Commençons par une première question que j'aimerais poser à nos 3 panélistes. Et je vais leur demander alors de nous donner l'éclairage d'un client, de la demande des décideurs politiques. Alors, que voulons-nous dire par une épargne effective et inclusive? Qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais commencer par Beth, honneur aux dames, qui va nous expliquer comment les prestataires perçoivent l'épargne effective et inclusive. Merci. J'aimerais commencer en disant que l'épargne est quelque chose qui est comprise et perçue différemment. Et partout dans le monde, on utilise le mot crédit dans toutes les langues, mais pour l'épargne, les mots divergent. Alors, quand on utilise simplement le mot épargne, tout le monde sur la planète ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Pour le crédit, c'est différent. Donc, du point de vue de l'offre, des prestataires, beaucoup d'IMF voient l'épargne comme une source de financement bon marché. Bon, c'est un éclairage intéressant parce que cela laisse entendre qu'il faudrait une grande quantité d'épargne et qu'il y a beaucoup de dépôts qui restent longtemps à la banque. Donc, il faut déjà que l'IMF tienne compte du bien-être de leur population peu desservie pour leur permettre d'accéder à ces produits, pour les soutenir. Oui, Beth nous a déjà fourni quelques éléments, donc tenir compte des clients, de l'importance de l'épargne pour les clients. Stuart. En fait, nous pensons parfois que les pauvres veulent épargner, et je pense que c'est vrai. Moi, j'aimerais commencer en parler des problèmes pratiques qui se posent aux personnes pauvres lorsqu'elles essaient d'épargner. Et une observation, lorsqu'une banque, une IMF propose un service d'épargne, elle propose en fait 2 services, à savoir recueillir l'épargne et stocker l'épargne. Ce sont 2 services différents. La collecte est importante pour les personnes pauvres, mais pour les personnes qui ne sont pas pauvres, eh bien, généralement, ce sont des salaires qui sont acheminés sur un compte en banque, et la banque, à ce moment-là, où la personne peut acheminer cet argent dans un compte épargne, dans un compte assurance ou dans autre chose. Donc, les personnes prospères ne doivent pas trop s'inquiéter du volet collecte. Ils peuvent se concentrer sur le volet dépôt.
surtout sur la question de la sécurité. Mais pour un grand nombre de personnes pauvres de par le monde, leur revenu n'est pas versé dans un compte bancaire. Donc, eux n'ont pas accès à ce système de collecte automatique. Donc, eux doivent gérer eux-mêmes la collecte de l'épargne. Ils doivent trouver un endroit où placer de manière sécurisée quelques cents et de manière fréquente et régulière. C'est un petit peu comme s'ils devaient se débrouiller seuls pour l'épargne. Dans les années 90, j'ai écrit un ouvrage et j'ai dit que saving is a verb, l'épargne est un verbe, à savoir, cela signifie que pour les pauvres, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entreprendre avant de pouvoir en profiter. Et cette action est difficile pour un grand nombre de personnes pauvres. Donc, le message que j'aimerais transmettre, c'est que si vous voulez aider les pauvres, commencez à comprendre que l'épargne, c'est une action pour ces personnes-là, la collecte de l'épargne. 2 exemples. Alors, les collecteurs Soussou en Afrique de l'Ouest, ils vont voir leurs clients tous les jours pour recueillir un tout petit peu d'épargne et à la fin du mois, ils restituent l'épargne aux clients. Donc, il s'agit d'un service de collecte pur, n'est-ce pas? Et c'est très populaire et il y a une grande quantité d'épargne qui est réalisée ainsi. Maintenant, ces percepteurs se concentrent sur le volet collecte ou perception parce qu'ils savent qu'il s'agit là de la question vraiment difficile pour les pauvres. Et c'est la raison pour laquelle ils sont rémunérés. 2e exemple, la Grameen Bank au Bangladesh. Quand la Grameen Bank a commencé, elle s'intéressait uniquement au microcrédit et elle s'est concentrée sur des pistes pour recueillir des petits remboursements pour les prêts. Et une fois que Grameen a compris que l'épargne était également très importante pour leurs clients, ils disposaient déjà d'un bon système de collecte de perception en place. Et en quelques années, le volume d'épargne a été multiplié par 100. Interruption. Donc, en aidant les personnes, elles peuvent ensuite garder une épargne importante. En tout cas, nous pouvons apprendre de ces expériences. Merci. D'excellents exemples, Stuart. Ce que j'entends, c'est que la confiance est importante pour le stockage. Donc, les personnes ont besoin de confiance. Bien, passons à Louis, qui va nous présenter la perspective d'une autorité de régulation. Qu'est-ce que l'épargne effective et inclusive signifie pour une autorité de régulation? Alors, du point de vue du régulateur, c'est une question très intéressante que l'épargne. Il s'agit d'inclusion avant tout, si on veut la conceptualiser. Et l'épargne est une priorité qui va même au-delà du crédit. Dans le passé, beaucoup de financements par le crédit ont été proposés, mais avec la conceptualisation de l'inclusion financière, on a
beaucoup insisté sur la capacité d'épargne. Et du point de vue du régulateur et du décideur politique, l'épargne est un facteur important, un facteur de stabilité sociale. Et en fait, pour élargir l'union de crédit, il faut s'appuyer sur l'épargne. Et c'est un facteur de résilience notable. Au niveau de groupe surtout. Et c'est un facteur de croissance économique. Et on peut également rattacher cela à la perspective de la bonne santé financière, que vous pouvez bien plus détailler que moi, très certainement, ainsi que les perspectives financières qui s'appuient sur les besoins financiers, à savoir que cela passe par la transaction qui peut se faire à domicile. Deuxièmement, il y a le pilier des liquidités. Et d'ailleurs, je suis certain que Stuart, dans le cadre de ses études, a bien compris que les épargnes étaient un facteur important permettant les flux financiers et la résilience. C'est la première source complémentaire qui permet, en cas de crise économique, qui permet à l'individu de surmonter les chocs. Au niveau statistique, il existe maintenant le Global Findex ainsi que d'autres ressources, et nous constatons un écart notable au niveau national, mais également au niveau des ménages entre les pays développés et en développement en termes d'épargne. Les décideurs politiques et les régulateurs sont très intéressés par la création et la promotion de cet environnement d'épargne. Historiquement, du reste, on peut constater que l'épargne a été un facteur prioritaire des pays développés comme l'Allemagne ont vraiment débuté leur développement économique de la sorte avec une union de crédit qui s'est appuyée sur une infrastructure d'épargne. Donc c'est un composant qui ressort très clairement. Je crois que je vais en rester là. Excellent, parfait, merci beaucoup. Vous avez mentionné les paiements, j'ai entendu le mot. Et souvent on dit que les paiements, en fait, ça répond aux besoins immédiats des très faibles revenus. Et après, ensuite, on commence à penser à l'épargne. Donc n'oublions pas l'efficacité et l'inclusivité quand on parle d'épargne. Passons à la section suivante. Déjà, je vois qu'au niveau définition, nous sommes tous d'accord. J'aimerais maintenant me lancer dans la discussion pour voir ce qu'il en est du côté client, puisque on peut évoquer les prestataires et les régulateurs qui peuvent s'élargir de la réflexion autour des produits et des canaux et commencent de plus en plus à se pencher sur le client. Donc, tournons-nous vers les clients. Ceux qui travaillent dans l'inclusion financière au début des années 2000 ont compris qu'il fallait alimenter les portefeuilles des pauvres, de s'occuper des démunis et des personnes dépourvues de l'accès bancaire. Stuart
20 ans après la publication des premiers journaux. Est-ce que ces journaux, tenus quotidiennement, nous parlent un petit peu du comportement des épargnants? Et si vous pouvez allumer votre microphone, ça sera encore mieux. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Tout à fait, je réponds oui à cette question. Surtout si je compare ces journaux personnels du début des années 2000 avec ce qui se fait aujourd'hui. Tous ces journaux qui ont déjà été réalisés ont tendance à montrer que les pauvres ont une forte propension à l'épargne. Mais si on regarde les éléments de 99-2000, on voit que le désir d'économiser s'est exprimé tout à fait comme je l'ai décrit dans mes remarques introductives, à savoir que la plupart des personnes qui tiennent un journal sont en mesure de faire une épargne personnellement, en se débrouillant, disons. Un certain nombre d'entre eux ont épargné en lien avec leur famille, leur employeur. Certains l'ont fait à la maison, pourquoi pas. Mais l'épargne à la maison, ce n'est pas idéal. Pour les grands flux d'épargne, les grandes trésoreries. Il y a également des clubs d'épargne, une version communautaire de l'épargne do it yourself, si vous voulez. Et comme je l'ai dit, le microcrédit a toujours existé dans la vie des personnes qui tiennent leurs journaux, puisqu'on parle du Bangladesh. Et les organisations de microfinance ne se sont pas suffisamment concentrées sur l'épargne. En 99-2000, beaucoup de journaux disaient que il n'y a pas vraiment d'aide institutionnelle par rapport à ce problème épineux de l'épargne. Et si maintenant on passe aux journaux qui sont tenus aujourd'hui, eh bien je vois une différence colossale. Les journaux d'aujourd'hui, les journaux personnels tenus au quotidien, où l'on note, où les différentes personnes notent leurs données financières au quotidien, vous savez que maintenant on a des millions de données concernant des pauvres et des très pauvres, concernant leur gestion, la gestion de leur argent. Nous constatons que, notamment au Bangladesh, la banque Grameen a 20 ans d'expérience de commercialisation et d'épargne, et la plupart des concurrents ont embrayé le pas. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de petites coopératives qui offrent des services de collecte d'épargne quotidien, et la plupart des personnes qui tiennent leurs journaux ont accès aux services de collecte quotidien fiables, réguliers, flexibles, fréquents et proches d'eux. Ce sont 5 piliers de ces schémas de collecte, et leurs bilans, par conséquent, ne font que croître. Alors, les bilans d'épargne sont plus importants que les bilans isolés des IMF. C'est certainement pas le cas il y a 20 ans. Autre constatation, au fil du temps, les plus pauvres des personnes qui tiennent un journal personnel souhaitent moins emprunter et plus épargner. Et nous avons constaté également que l'épargne n'est pas qu'une habitude, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que après avoir commencé à épargner, on a tendance à poursuivre l'épargne. Un tout dernier élément, une nouvelle découverte pour moi, à partir des journaux actuels. Cela concerne les réserves en liquidité tenues au sein du ménage. Eh bien, ils sont importants, en tout cas suffisamment importants pour me surprendre. Par exemple, ils ont permis aux
pauvre qui tenait ses journaux à surmonter les phases de crise liées au coronavirus au début de l'année. Merci Stuart. Effectivement, j'entends que l'accès est plus important, accès à des services de collecte plus fiables, plus fréquents, les gens épargnent plus. Cependant, il reste encore beaucoup de liquidités au sein du ménage. Tout à fait. Et cette situation, telle que je l'ai décrite, c'est une situation privilégiée, n'est-ce pas? Pour des zones comme le Bangladesh, où les IMF ont commencé à gérer les épargnes de façon raisonnable. Dans d'autres parties du monde, il y a beaucoup de personnes qui sont encore coincées dans ce schéma de débrouille décrit préalablement. D'accord. En fait, ma question est la suivante. Comment faire en sorte que les personnes retirent ces liquidités de leur ménage, de leur tirelire, pour les déposer au sein des IMF ou du circuit formel? J'aimerais entendre Beth du côté de l'offre. Comment est-ce que les prestataires de services financiers peuvent inciter une meilleure épargne et notamment parmi les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts? Il y a un élément que l'on doit prendre en compte, et bien souvent que l'on ignore tout à fait dans nos discussions sur l'épargne, à savoir, est-ce utile pour le client d'économiser, de mettre en place une épargne institutionnalisée? Non, pas forcément. Je pense que ça varie d'un pays à l'autre, mais c'est un grand problème de nature politique. Est-ce qu'on demande aux citoyens de rester dans une situation dans laquelle la situation dépasse la valeur qu'ils ont accumulée? Est-ce que l'on peut faire confiance dans l'institution où l'on dépose son épargne? Et ce qui est important, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, d'autres façons permettant de conserver, de préserver la valeur de l'argent, autre que l'investissement financier? Et là, on ne parle pas tant de la transaction ou du capital qui doit être investi. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà évoqués par Stuart, mais il faut surtout penser à l'accumulation sur le long terme. Je peux prendre l'exemple de l'Amérique latine, où, en raison d'hyperinflation, pendant de nombreuses années, les gens sont devenus très sceptiques et ont peur de déposer dans les banques. Et du coup, ça n'a pas été une bonne forme d'investissement pendant de nombreuses années. Je crois que les choses ont changé, mais il vous reste encore des attitudes qui sont répandues du style « je veux que mon argent fructifie et je ne peux pas me permettre de la laisser de côté inutilement, je préfère construire une pièce que je louerai ultérieurement ». Bref, je pense que l'on doit passer un peu plus de temps à réfléchir avant de dire que tout le monde doit déposer dans les banques. Se demander si c'est bon. Déjà, si c'est une bonne décision. S'il est bon que les gens déposent dans une banque. Mais après, si vous regardez comment il est possible de motiver le déposant, pour les institutions, il faut voir comment on arrive à les motiver à accepter la collecte de l'épargne. Et ça fait partie des aspects pratiques. Une des raisons qui fait qu'il est très difficile de mettre en place des collectes, comme Stuart l'a mentionné, c'est que le coût marginal souvent est plus important que la valeur perçue. Et j'espère tout à fait que la numérisation, même si c'est coûteux, permettra de réduire les coûts marginaux, en permettant notamment la collecte de très petites sommes, pour que cela incite les institutions financières à collecter. Voilà, il y a encore beaucoup à dire en la matière, mais j'en reste là pour l'instant. Merci.
il faut envisager également la faisabilité et les avantages de part et d'autre de telles coopérations pour que par exemple, chaque institution n'ait pas son propre réseau d'agents. Il faut penser aux clients, oui, mais au fond, peu importe qui propose le service, tant que le service reste accessible et réalisé à domicile. Nous n'avons pas encore reçu de commentaires ni de questions, donc ne soyez pas timides. Nous pourrons saisir les questions posées à la fin de la session. Alors, j'aimerais maintenant renvoyer le microphone à Stuart et comprendre si, dans les journaux reçus aujourd'hui, il y a de nouvelles façons de promouvoir les épargnes parmi la population à faible revenu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne une autre approche des prestataires financiers? Qu'est-ce que vos journaux personnels vous disent? Bon, je pourrais limiter mes remarques aux journaux que je traite actuellement. C'est un groupe bien spécial de personnes qui tiennent leurs journaux personnels au centre du Bangladesh. Ce n'est pas forcément un exemple typique, mais ce qui ressort clairement de tout ce travail que j'ai réalisé au Bangladesh, c'est que si nous souhaitons permettre à nos clients d'avoir un plus grand choix et un meilleur accès à l'épargne, aux services d'épargne qu'ils choisiront. D'ailleurs, je suis conscient de ce qu'a dit Beth. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Il ne faut pas partir de l'hypothèse que l'épargne est toujours la même option. Non, pas toujours. Ce n'est pas la seule. Et ce que j'aimerais demander au CMF du Bangladesh, c'est d'arrêter d'étouffer leurs clients avec des prêts, puisque prêts et épargne sont tout simplement des versions alternatives de la même chose, des voies alternatives de déplacer l'argent dans le temps. L'épargne permet que les revenus passés soient disponibles à la dépense, et l'autre permet de mettre à disposition, donc l'épargne permet de mettre à disposition des fonds pour plus tard. C'est en fait le même fonctionnement, on peut dire. Stuart, votre microphone vient d'être coupé malheureusement. Entendu. Voilà, je reviens. Alors, où en étais-je? Qu'il s'agisse de l'épargne ou de remboursement de prêt, c'est la même chose. Vous soustrayez le petit montant de votre revenu et vous mettez de côté d'une façon ou d'une autre. Les pauvres peuvent le faire et le font. Mais les IMF, de façon naturelle, pour des raisons commerciales certaines, ont tendance à pousser les clients de façon inégale vers l'emprunt plutôt que l'épargne. Et on peut agir là-dessus. Par exemple, on peut essayer de faire en sorte que les IMF retirent certaines mauvaises pratiques. Un exemple qui ressort très clairement des journaux, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des IMF qui disent à leurs clients que, à moins d'emprunter de l'IMF, à moins qu'ils n'empruntent, et ils fermeront leur compte d'épargne. Je crains que l'on ait 23 IMF évoqués par les personnes qui tiennent ces journaux personnels et toutes sont coupables de ce type de démarche. Donc, il ne faut pas prendre un contrat d'épargne dont l'épargnant n'a pas besoin pour mettre un terme à l'épargne. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter ces mauvaises pratiques. De façon plus fondamentale, j'ai quelques idées sur la façon dont nous pouvons améliorer les choses. Je pense que les IMF doivent être persuadées que lorsqu'elles prêtent, elles doivent mettre en place des mécanismes permettant de veiller à ce que le prêt n'exclut pas l'épargne. Je pense
qu'il y a des démarches intéressantes potentielles. Une notamment, ce que j'appelle l'épargne hybride. Ce sont des produits dans lesquels on a l'épargne et l'emprunt côte à côte. Le résultat, c'est que vous pouvez avoir une situation hautement productive et hautement durable pour les ménages à faible revenu dans lesquels, en même temps, les ménages créent une réserve importante d'épargne sur la base de laquelle il est possible de garantir un emprunt avec moins de risques et à moindre coût que ça ne serait le cas sinon, à partir des IMF. Et si quelqu'un souhaite avoir plus d'infos sur ce type de produits hybrides, n'hésitez pas à me contacter et j'en reste là. Oui, partout dans le monde ou en Amérique latine, actionne aussi à propos de l'expérience avec des produits hybrides. Peut-être pas le type de produit que vous décrivez. Des expériences ont été menées avec des produits où une partie du remboursement du prêt est déposée dans un compte épargne et donc quand la personne a fini de rembourser le prêt, elle a un certain montant à sa disposition qu'elle peut utiliser. Je ne sais pas si ces produits ont bien fonctionné, mais en tout cas, il y a eu quelques expériences. Surtout, oui, ce sont des exemples d'un produit que je qualifierais d'hybride. Bien, oui, il y a une chose à garder à l'esprit, les produits hybrides. Je me demande si cela s'applique également à la micro-assurance. Est-ce que ça permettrait de rendre l'épargne plus attrayante? Alors, peut-être ce sera l'occasion d'une autre discussion. Alors, je me tourne vers la perspective des autorités de régulation. Que peuvent faire ces autorités pour encourager les prestataires de services financiers à fournir une épargne plus effective et plus inclusive? Merci. Notre discussion est intéressante. Comme cela a été dit, les autorités de régulation sont de plus en plus intéressées par accroître l'épargne. Et si l'on regarde l'épargne ou les mécanismes informels d'épargne, il y a vraiment un écart entre les femmes et les hommes. Et on le constate dans différents pays. Parfois, vous regardez les statistiques et vous voyez que les femmes et les hommes gagnent la même chose, mais si l'on regarde la manière dont ils et elles épargnent, il y a des différences. Généralement, les femmes utilisent plutôt des mécanismes informels, des BSLA, des ROSCA ou des groupes d'épargne. Donc il y a un intérêt accru à trouver des mécanismes pour réduire le coût de la transaction. L'épargne est quelque chose de coûteux. Si l'on pense à une banque classique, à une institution qui a une infrastructure très complexe en place, eh bien, une petite épargne, ça ne constitue peut-être pas leur cœur de métier. Mais il y a tout de même maintenant une opportunité importante à saisir en termes d'épargne numérique. Et vu les circonstances actuelles, alors il y a différentes manières de faire, y compris d'attirer de l'épargne. En tout cas, dans un certain nombre de pays, cela s'est fait rapidement. Donc nous observons également ce qu'ont fait certains pays. Et il y a des opportunités, mais qui sont liées à des coûts.
des coûts réglementaires également. En tant qu'autorité de régulation, il faut veiller à avoir un canal novateur. Par exemple, il y a une fintech. Mais il faut également protéger les flux. Et la question de la cybersécurité se pose également. Et puis, les droits, s'il y a transmission. Et surtout pour les groupes vulnérables ou à faible revenu, la transition vers ces mécanismes numériques nécessite de la confiance et de l'apprentissage, et de la confiance également pour avoir recours à ces mécanismes numériques. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités à saisir, et surtout, compte tenu des circonstances actuelles, du Covid, beaucoup de pays ont commencé, il y a quelques mois, à proposer quelque chose, à réduire les frais, par exemple, pour que les transactions numériques puissent se faire. Pour aider les gens à faire face à l'urgence. Et donc, toutes ces politiques doivent être mises en place. Alors, toujours du point de vue du régulateur ou du décideur politique, il y a un autre élément important. Tout d'abord, l'intérêt de l'autorité de régulation, qui doit être bien consciente qu'il s'agit d'une question importante. Et puis, l'écart entre les genres. Nous avons travaillé sur 2 études de cas. Donc, un intérêt accru pour numériser des groupes d'épargne, pour cibler des femmes ou l'épargne des femmes. Alors, 2 pays, l'Égypte et la Zambie, travaillent sur cet aspect au niveau de la banque centrale, de leur banque centrale. Donc, ils ont étudié ces questions. Et puis, à côté du leadership, la coopération est importante également. Les autorités de régulation doivent être conscients qu'ils doivent réunir différentes parties prenantes, des ONG, par exemple, des prestataires de services financiers. Et il faut faciliter le tout. Alors, transformer des groupes d'épargne et les faire évoluer dans un environnement numérique, cela représente un investissement important pour le prestataire de services financiers. Il faut concevoir un produit, le tester avant de le lancer. Et donc, le leadership est important et le soutien des autorités de régulation aussi. Parce que cela peut donner lieu à une transformation dans l'écosystème financier. Merci, Louise, merci beaucoup. Vous venez de souligner beaucoup d'éléments importants. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps pour aborder ces questions et pour voir également s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que les régulateurs ont commencé à assouplir des mesures pour que les populations informelles ayant de faibles revenus et qui sont en train d'épargner dans des groupes puissent utiliser des services financiers. C'est une bonne chose. Vous avez également parlé de partenariat
Ce sont des éléments clés pour pouvoir desservir ces populations. Et vous avez également cité des mesures plus récentes adoptées par les régulateurs et qui sont liées à la pandémie actuelle. Alors, parlons de la situation actuelle. Comment ont réagi les clients et les prestataires de services financiers ont réagi à la pandémie? Et j'aimerais demander à Beth, qu'est-ce que la pandémie nous a montré à propos des capacités d'épargne des personnes à faible revenu? Et Stuart, vous pourrez également intervenir. Donc, la capacité d'épargne des personnes à faible revenu pendant la pandémie et les prestataires de services financiers, comment ont-ils réagi? Beth. Au début, il y avait une forte inquiétude au début de la pandémie. Les IMF avaient peur de retraits massifs parce que les gens n'avaient plus de rémunération, de revenus, ils devraient peut-être dépendre de leur épargne. Alors, cela ne s'est pas produit. Bien sûr qu'il y a eu quelques retraits, peut-être un peu plus que d'habitude, mais il n'y a pas eu de retrait massif. Et je suis impatiente d'écouter ce qu'a à dire Stuart sur cette question. En tout cas, ce que j'ai observé, c'est la question de la résilience. Pendant de nombreuses années, on se pose la question de la résilience. Combien de temps pourrez-vous tenir avec vos ressources? Les chercheurs disaient, si vous perdez vos sources de revenus, eh bien combien de temps pourriez-vous tenir sur la base de vos ressources? Alors, la majorité des personnes disaient moins d'un mois. Et nous avions donc ces idées-là au début de la pandémie. Et puis, 3 mois plus tard, on pose la même question aux gens et ils continuent à vous donner la même réponse. Donc, plutôt que d'avoir épuisé les ressources, non, les personnes ont encore des ressources qu'ils pourront utiliser pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est un mystère en fait. Qu'est-ce que cela nous dit en réalité? Peut-être que cette question n'est même pas pertinente, mais peut-être que ça nous dit également comment les gens s'en sortent et gèrent leurs ressources pendant des périodes difficiles. Stuart, puis-je intervenir? Oui, je vous en prie. Oui, je pense que Beth a tout à fait raison. Et je vais vous donner un exemple provenant du projet Rishi Parish, parce que nous avons examiné de très près ces journaux quotidiens pendant la pandémie. Non, il n'y a pas eu de grands retraits massifs, mais pourquoi? C'était en raison du confinement. Les IMF étaient fermées. Elles n'étaient donc pas du tout en mesure de rendre l'épargne si elle avait été sollicitée. Donc la raison principale pour lesquelles... je dois peut-être expliquer quelque chose. La plupart des pauvres au Bangladesh gardent la majorité de leur épargne auprès d'une IMF. Et ces IMF étaient donc fermées et n'étaient pas en mesure de fournir cette épargne pendant toute la période du confinement, qui a duré plusieurs mois au Bangladesh. Alors, ce qui est intéressant ici, premièrement, c'est que c'était surprenant, mais les gens avaient beaucoup de liquidités qu'elles gardaient chez elles. Et donc, les liquidités n'ont fait que s'accroître bien avant le confinement. Donc, une fois que les gens ont entendu qu'il y aurait, que la pandémie sévissait ou que le confinement allait être introduit, elles ont eu peur. Et pendant le confinement, les personnes se sont simplement serré la ceinture et ont simplement arrêté de dépenser de l'argent, sauf pour les produits essentiels. Si l'on regarde les journaux, pour ce qui est des dépenses de vêtements, eh bien, pour le mois d'avril-mai, dépenses zéro. Personne n'a dépensé 1 cent en vêtements.
Mais ces personnes ont continué à dépenser dans des domaines essentiels. Et une fois que nous avons compris que les IMF n'étaient pas en mesure de rendre l'épargne aux personnes qui l'auraient voulu, et la plupart, comme l'indiquent les journaux, la plupart des personnes gardent leur épargne auprès des IMF. En fait, les IMF n'étaient pas préoccupés. Et les gens n'étaient pas inquiets non plus. Ce n'est pas non plus comme s'ils voulaient se ruer sur les IMF pour récupérer leur épargne. Non. Alors les gens se sont dit, bon, ce n'est pas grave, gardons l'épargne qui est là-bas, au cas où les choses empiraient encore. Donc une attitude très prudente. Alors les gens se sont concentrés pour tenir en utilisant les ressources à disposition à la maison, en se serrant la ceinture, et ainsi ont tenu le coup. Un quart des personnes qui participent à ce projet sont extrêmement pauvres, gagnant moins de $2 par jour. Et même parmi cette population, parmi ce groupe très pauvre, il n'y a pas eu de personnes qui auraient souffert de la faim ou qui auraient sauté des repas. Non, les personnes se sont serré la ceinture, mais ont continué à s'alimenter. Donc, dans l'ensemble, le mot résilience, on le retrouve dans ces journaux. C'est vraiment documenté, la résilience extrême de ces personnes quand elles sont confrontées à des urgences comme celle-ci. Eh bien, il est bon d'apprendre que les pauvres conservent leurs épargnes même en temps de crise. Et il est bon de savoir également, on peut se demander comment les régulateurs peuvent offrir une offre plus inclusive pour ces personnes qui préservent leurs épargnes chez eux. Alors nous allons ouvrir une petite session questions-réponses puisqu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, notamment par rapport aux solutions hybrides et dans quelle mesure ces solutions peuvent fonctionner en tant que mécanisme. Alors premièrement, un commentaire qui suggère que la collecte IMF en Tunisie est encore un peu un tabou. Les autorités envisagent d'avancer sur une solution hybride. Certaines IMF serviraient de collecteurs, de percepteurs intermédiaires au nom d'une banque, à savoir que les clients des IMF, leurs épargnes seraient collectées par l'IMF, mais stockées, déposées auprès d'un prestataire de services financiers formels. Question. Que pensez-vous de ce mécanisme? Pensez-vous que c'est une solution jouable et comment la rendre effective et inclusive? Qui souhaite répondre à cette question? Moi, je peux dire une chose, je pense que les incitations ne marchent pas vraiment, puisque vous avez les gens qui font la collecte, qui ne tirent quasiment aucun avantage de l'exercice de cette collecte, donc défaut d'intérêt. Et si vous regardez l'histoire de la microfinance dans le temps, le moteur pour être qualifié pour collecter l'épargne, ça a été un grand moteur qui a permis d'isoler d'un côté les ONG qui ont débuté le mouvement et d'autre part les institutions formelles. En général, c'est une adjonction au service des vraies institutions. Stuart, souhaitez-vous compléter? Non, en fait, je suis d'accord avec Beth à cet égard. Il est tout à fait vrai de dire que certaines IMF seraient fortement motivées à servir leurs clients, même si elles n'en retirent pas beaucoup d'argent, et pourraient être enclines à suivre cette voie, mais comme Beth l'a dit, ce sera certainement une minorité. Donc je pense que ça ne peut pas vraiment être une solution générale, même si c'est quand même le cas dans certains pays. C'était en Tunisie, n'est-ce pas, d'où venait la question? Bien. Alors,
je crois qu'on en parle en Inde actuellement, puisque l'Inde a des réglementations qui stipulent que les IMF n'ont que le droit de prêter et pas de percevoir l'épargne. Donc des discussions sont en cours pour contourner cette réglementation et ça inclut également la discussion de ce mécanisme évoqué par par cet auditeur. Oui, il y a la question également de l'implication des prêteurs et comment les inclure. Alors, une question sur l'hybride que je ne vois plus. Bon, j'en ai une maintenant destinée à Louis. Tout d'abord, merci pour la discussion très intéressante. L'empirisme casuel suggère que la séparation de la propriété et des transactions comme KYC sert d'obstacle à l'entrée. Au fond, qu'en pensez-vous? Alors, KYC, c'est un facteur d'incrémentation des coûts, mais je crois, notamment par rapport aux services financiers numériques, c'est une approche plus fondamentale, à savoir que KYC, Know Your Client, permet de mieux connaître le client. Et je pense que ceci permet de réduire les coûts. Et donc, ce principe KYC, Know Your Client, peut être une charge. Ça peut impliquer un investissement initial pour renforcer les systèmes d'identification, n'est-ce pas? Bon. Mais à partir du moment où ça a été mis en place, je pense que ça ouvre la voie à notamment un système numérisé qui facilitera l'épargne par des voies numérisées. Autre aspect, j'ai un cas au Ghana où le e-wallet a été mis en place, par exemple, le portefeuille numérique ou porte-monnaie numérique, en garantissant la protection des flux. C'est une condition préalable, bien sûr. En tant que régulateur, il faut toujours voir l'aspect sécuritaire. Il faut en permanence veiller à ce que les dépôts soient pleinement garantis. C'est donc une condition préalable. Mais par exemple, pour la Banque du Ghana, ils ont cet outil supplémentaire qui permet d'ouvrir un portefeuille ou un porte-monnaie numérique en lien avec les banques qui offrent un intérêt très faible, certes, mais c'est au moins un intérêt qui est rattaché au détenteur de compte de ce e-wallet. Je pense que ça peut être un élément décisif qui peut ouvrir une culture de l'épargne. En tout cas, le rôle du régulateur est crucial en la matière. D'une part, il faut permettre une approche plus flexible qui doit être adaptée certainement aux plateformes numériques et permettre qu'il y ait plus d'acteurs. Et d'autre part, veiller à ce que ces nouveaux acteurs respectent les exigences sécuritaires de protection des données. Tout cela est très important. Si on veut notamment inclure les populations vulnérables du point de vue financier, avec des services ou des produits financiers,
c'est absolument indispensable, sinon c'est plutôt dommageable, si ce n'est pas le cas. Et les frais réglementaires peuvent être considérables au début, mais cela permet, en bout de course, d'ouvrir des possibilités en termes d'écosystème. En lien avec les crises, on voit dernièrement que les régulateurs réagissent favorablement, plutôt favorablement à moins de principes KYC, Know Your Client, et moins de frais d'accès. Et la question serait de savoir comment on peut continuer à faciliter l'accès à l'épargne de façon formelle ou informelle pour que cela reste sûr, efficace et inclusif pour les populations à faible revenu. Nous sommes arrivés au terme de cette session questions-réponses. Merci aux panélistes d'avoir été disciplinés, bien respecté les horaires. Je remercie les participants d'avoir posé des questions. Avant de terminer, j'aimerais faire une petite autopublicité. Il y aura une autre session demain sur le rôle du soutien apporté aux organisations qui souhaitent apporter ces finances effectives et inclusives. Et vous pourrez là entendre 3 initiatives. Épargner aux frontières et la fondation allemande d'épargne qui couvre plusieurs initiatives dans le monde. Mais j'aimerais tout d'abord vous remercier tous et n'oublions pas de nous connecter à la cérémonie de remise de prix qui aura lieu après cette session dans le cadre de la Semaine européenne de la microfinance. Merci beaucoup. J'espère vous revoir tous bientôt. Merci à vous tous. Beth, Louis et Stuart. Merci, ça a été un vrai plaisir.